La mission Racine reste à ce jour le symbole d'un interventionnisme d'État. On lui doit de réelles réussites urbaines et architecturales tout le long du littoral. Aujourd'hui, face au vieillissement des stations balnéaires, à un urbanisme non maîtrisé, aggravé par le réchauffement climatique, des questions se posent. Revenons sur cette histoire. Créée le 18 juin 1963, la mission interministérielle d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon a transformé, en moins de 30 ans, cette côte qui, peu accueillante et hantée par les moustiques, souffrait d'une image répulsive. Jamais auparavant, l'État ne s'était engagé dans une opération d'aménagement touristique d'une telle ampleur. Et le pari de littoraliser l'économie du Languedoc-Roussillon en exploitant le potentiel de la côte a été tenu. Depuis le milieu du XIXe siècle, le Languedoc-Roussillon avait développé une véritable société du vin en implantant sur une grande partie de son territoire ce que l'on a appelé une mer de vigne. Selon Pierre Racine, alors grand commis de l'État chargé de l'aménagement, la viticulture triomphante devient pour la région l'une des causes de sa fragilité, du fait précisément de son extrême spécialisation. Les crises vitivinicoles des années 30, 50 et 70, dues à la surproduction et à la concurrence étrangère, en témoignent. La région, face à l'effondrement de son marché vinicole et à sa sous-industrialisation, devait réinventer son économie. Le tourisme de masse sera dès lors au centre de toutes les attentions. Les chiffres clés donnés par la région pour l'année 2017 attestent de la réussite du projet. Sur les 30 millions de touristes accueillis par la région Occitanie, près de 8 millions se sont rendus sur le littoral. La consommation de ces derniers représente près de 14 milliards d'euros, soit 10% du produit intérieur brut de la région. La station touristique de la Grande Motte, si critiquée une fois sortie de terre, en raison de son architecture singulière, a été labellisée avec d'autres stations patrimoine du XXe siècle par le ministère de la Culture. En contrepoint de cette face radieuse, une urbanisation mal maîtrisée expose désormais le littoral au risque de submersion marine. L'idée d'exploiter le littoral germe dès la fin des années 50. Avant cette date, le tourisme balnéaire régional s'est développé de façon, disons, spontanée, en fonction des conditions naturelles, les pouvoirs publics se contentant de suivre le mouvement, souligne l'historien Jean Sagne. Au début des années 60, 300 000 vacanciers se rendent sur les rivages du Languedoc, principalement en août. C'est peu par rapport aux ambitions du gouvernement, d'autant que les congés payés, l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages et la généralisation de la voiture incitent à valoriser le littoral du Languedoc pour un tourisme de masse. Du reste, la région ne manque pas d'atouts. Diversité des paysages, grandes plages de sable et 300 jours d'ensoleillement par an qui en font un des lieux les plus ensoleillés de France. La mission Racine relève d'une approche à la fois très interventionniste et stratégique au plan économique. Pour dynamiser l'économie du Languedoc, l'État veut capter les touristes qui se rendent sur la Costa Brava en Espagne, tout en élargissant l'offre des côtes du sud de la France. À la côte du golfe du Lion, son tourisme populaire. À la côte d'Azur, son tourisme bourgeois. Ainsi, après avoir parcouru la région, Abel Thomas, ingénieur du génie maritime, propose en 1959 au ministre de la Construction, Pierre Sudreau, d'ouvrir le chantier de l'aménagement touristique du littoral languedocien. Le 15 avril 1959, le Premier ministre, Michel Debré, signe les lettres de mission désignant 3 commissaires régionaux à l'aménagement du territoire. À la suite de sa nomination, en tant que commissaire du Massif central et du Midi, Abel Thomas sillonne la région pour choisir l'emplacement des futures stations balnéaires et prendre une option sur l'acquisition de 1200 hectares. Pour éviter l'envolée des prix, l'État, par l'entremise de la CNR, la compagnie du baron de Languedoc, s'emporte acquéreur, sous couvert d'option,
pour y créer des exploitations maraîchères et fruitières. Lorsque la mission est présentée au public en 1963, c'est-à-dire quelques années plus tard, 3000 hectares supplémentaires sont achetés, tandis que les 25 000 hectares inscrits dans des zones d'aménagement différé, les ZAD, le seront au prix évalué par l'administration des domaines. En évitant la spéculation foncière, l'État a gagné son pari. Il lui reste dès lors à composer une équipe capable de concrétiser sa vision. Un commando dans l'administration française. C'est par ce titre que Pierre Racine lui-même introduit le 2e chapitre de son livre intitulé « Mission impossible, l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon » paru en 1980. L'idée de créer un commando de choc constitué de hauts fonctionnaires vient de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'Économie et des Finances. Il propose de confier la responsabilité de ce vaste chantier non pas à une administration classique, mais plutôt à une administration de mission. Ce nouveau concept offrait à l'État, et surtout aux membres de la mission, les moyens d'agir avec dextérité et rapidité. Grâce à cette nouvelle forme de gestion, la mission interministérielle a une liberté totale sur l'aménagement du territoire et sur l'utilisation des budgets alloués par l'État. Enfin, le fait qu'elle dépende directement du Premier ministre la protège d'une éventuelle remise en cause de la part d'un ministère. C'est donc le 18 juin 1963 que le Premier ministre d'alors, Georges Pompidou, signe le décret portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon. Il nomme à sa tête le conseiller d'État Pierre Racine. Le développement et la modernisation des infrastructures de la côte du golfe du Lion sont au cœur même de la mission. Si les grands travaux d'infrastructures, comme les ponts, les routes, les ports, les boisements aussi, incombent à l'État, l'aménagement des stations est concédé à 4 sociétés d'économie mixte, à savoir la SAD, la CEBLI, la CEMA et la CEMATA, contrôlées par la mission Racine. Localement, le service régional d'études, dirigé à Montpellier par Édouard Bonneau, travaille étroitement avec les architectes et urbanistes nommés par le ministre de la Construction. Ces hommes de l'art, avec à leur tête l'architecte Georges Candélis, sont regroupés dans l'Agence pour l'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, qui devient, en 1977, l'Agence d'urbanisme pour l'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon. La première tâche est d'établir un plan d'urbanisme d'intérêt régional approuvé le 26 mars 1964 et repris dans un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme pour intervenir sur cette bande côtière longue de 220 km et large d'une dizaine de kilomètres. L'aménagement du littoral languedocien s'articule autour de 5 grandes unités touristiques. La Grande Motte, d'abord, la plus connue, le bassin de Thau, Gruissant, Leucate-Barcarès, Saint-Cyprien. Chacune d'elles est constituée de 2 anciennes stations associées à une nouvelle conçue ex nihilo. 2 se trouvent dans l'Hérault, dont l'unité de la Grande Motte, à cheval sur le département du Gard, qui rassemble les anciennes stations du Grau-du-Roi, de Carnon et de Palavas, et les nouvelles, à savoir la Grande Motte et Port-Camargue, dont les travaux ont commencé respectivement en 1965 et en 1969. La seconde unité touristique est celle du bassin de Thau, qui, autour de la station du Cap d'Agde, créée en 1967, voit s'agréger les stations existantes du Gros d'Agde, de Ballaruc-les-Bains et de Marseille-en-Plage. Le département de l'Aude compte en 1975 une station nouvelle, Gruissant, et 2 existantes, Saint-Pierre-la-Mer et Narbonne-Plage. Leucate-Barcarès, situé sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, se voit gratifié de 2 stations nouvelles, Port-Leucate et Port-Barcarès, construites à partir de 1968-1969, et de 4 anciennes stations, la Franquie, Leucate-Plage, Leucate et le Barcarès. Enfin, Saint-Cyprien voit 3 de ces 4 stations existantes aménagées et modernisées, Canet, Saint-Cyprien et Argelès-sur-Mer.
L'objectif est d'atteindre une capacité d'accueil de 263 500 lits. Dans le schéma directeur, des coupures vertes entre chaque unité touristique sont aussi prévues pour limiter l'extension urbaine sur le trait de côte. L'Office national des forêts et le Conservatoire du littoral, qui va naître un petit peu plus tard, conçoivent alors des espaces verts à l'intérieur des stations nouvelles et des parcs en périphérie. Le plan d'urbanisme d'intérêt régional comporte également la création d'un réseau de voies de communication, l'assainissement des étangs, la démoustication, l'amélioration et la construction d'équipements portuaires et aériens, ainsi que de nouveaux réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées. Ces travaux d'équipement et d'infrastructures gigantesques, évalués à 700 millions de francs pour une valeur de 1963, devaient être exécutés avant l'édification des premiers bâtiments. La réussite de ce projet tient au parti pris des hommes de l'art. Ils ont voulu pour ces stations une architecture qui incarne l'esprit des vacances et un urbanisme fonctionnel. Chacune de ces stations a son propre architecte en chef, lequel relève exclusivement de la mission Racine. Ainsi, Jean Balladur est chargé de la Grande Motte et de Port-Camargue. Georges Candilis, de Port-le-Cat et de Port-Barcarès. Jean Lecouteur, du Cap d'Agde, et les architectes Raymond Glaise et Édouard Artanet de Gruissan. Un 7e projet, confié aux architectes Castella et Lafitte, qui devait voir le jour à l'embouchure de l'Aude, est finalement remplacé par l'aménagement de Saint-Cyprien. Outre la conception du plan d'urbanisme de chaque station, les architectes en chef gèrent les 10% de la surface à bâtir qui leur sont alloués et assurent la surveillance des architectes d'opération de manière à garantir la conformité des constructions avec leur plan. Cet équilibre leur permet de composer la facture architecturale de la station dont ils ont la charge. Chacune de ces stations a sa propre écriture. Cela passe par une image forte. Si pour la Grande Motte, Jean Balladur privilégie la forme pyramidale des immeubles, il fait le choix, pour Port-Camargue, de mettre en avant la marina. Jean Lecouteur, dans un tout autre style, bâtit la ville du Cap d'Agde en plan étagé. Son projet initial, qui était de couvrir les habitations d'un toit-terrasse, est remanié suivant le souhait du sénateur-maire de Béziers, Pierre Brousse, alors président de la Société d'aménagement du Cap d'Agde. Partisan du style languedocien, il impose la couverture en tuiles canal et affadit, selon Pierre Racine, l'image voulue par l'architecte. C'est également la forme de ces toits qui caractérise Gruissan, ces immeubles coiffés de voûtins qui s'harmonisent entre eux. Leucate et Barcarès sont définis par leurs ports respectifs et la grande linéarité du site. Hormis pour ces dernières, les stations sont construites autour de ports nouvellement créés. Pour Pierre Racine, les ports représentent incontestablement la réalisation la plus spectaculaire de l'aménagement touristique. Sur les 19 prévus à l'origine, 14 seront creusés. Inauguré le 30 juillet 1967, le port de la Grande Motte est le premier maillon de cette longue chaîne portuaire. Un temps décrié, ces stations sont aujourd'hui reconnues pour leur qualité architecturale et urbaine. Le Cap d'Agde, Gruissan, la Grande Motte, Port-Barcarès et Port-le-Cat ont été classés en 2010 patrimoine du XXe siècle. La capitainerie, le quai d'honneur et la marina de Port-Camargue l'ont été un peu plus tard, en 2015. La réussite de la mission Racine masque aujourd'hui une urbanisation mal maîtrisée du littoral. Il suffit de regarder des images aériennes pour s'en convaincre, ou alors de procéder à des balades urbaines et de voir combien le littoral a été grignoté par une urbanisation massive et difficile à maîtriser finalement. La place du commerce, de la voiture, ont été supérieures aux places accordées aux espaces publics et à la nature. Comment l'expliquer ? Pourquoi et quand le plan d'aménagement a-t-il dévié fondamentalement ? Après la crise pétrolière de 1973, l'État endetté peine à assurer ses missions d'aménagement du territoire. Avec les lois de décentralisation, les lois Defferre de 1982 et 83,
l'État transfère une partie de ses compétences aux collectivités territoriales et cesse donc d'être l'unique acteur de l'aménagement du territoire. Dans les années 90 et 2000, le rôle des intercommunalités se renforce et les collectivités locales deviennent les principaux artisans de la politique d'aménagement du littoral. L'État encourage en la cofinançant et l'encadre avec le souci de concilier les ambitions d'aménagement des élus locaux, la conservation de la faune et de la flore, la protection des paysages et l'accès au rivage. La trentaine de localités situées sur la côte du golfe du Lion a néanmoins contribué, au cours des 30 dernières années, à l'étalement urbain pour répondre à l'augmentation de la population. Elle double en 50 ans, mais aussi pour attirer de nouveaux investisseurs privés, l'économie résidentielle étant l'un des moteurs du développement régional. Alors, cette stratégie, à peine contrariée par le durcissement progressif des règles d'urbanisme, c'est-à-dire par les PLU et les SCOT, a eu pour effet de restreindre la diversité biologique, d'imiter le paysage littoral et, par endroits, de restreindre l'accès à la plage. De surcroît, la mission Racine, qui a consisté à domestiquer la nature de façon à la commercialiser en quelque sorte, a augmenté l'exposition des biens et des personnes aux risques naturels en les localisant à moins de 500 mètres du littoral. Les problèmes d'érosion des plages, très fréquentées l'été, et l'élévation progressive du niveau de la mer, peut-être jusqu'à 98 cm à l'horizon 2100, poussent aujourd'hui les pouvoirs publics à remettre en cause l'urbanisation du littoral, en particulier dans les zones les plus basses et sableuses. Des secteurs de la côte du golfe du Lion, comme le sud biterrois, sont désormais si vulnérables au risque de submersion marine que l'État envisage de relocaliser une partie des activités commerciales et touristiques à distance de la côte. C'est donc moins en raison du vieillissement des stations touristiques que du réchauffement climatique et de ses conséquences que doit s'esquisser la réorganisation du littoral. Lancé en 2016, le plan Littoral 21, porté par la région Occitanie, la Caisse des dépôts et consignations et l'État souhaitent donner un nouveau souffle à l'économie maritime et littorale. Mais cela suffira-t-il à répondre aux enjeux de l'adaptation des territoires littoraux ? Si ambitieux qu'il soit, ce plan prend-il pleinement la mesure du chantier à venir ? Des kilomètres de plages, des dizaines de campings, d'importants équipements publics et des millions de mètres carrés d'immeubles d'habitation devront impérativement faire l'objet d'une adaptation. L'avenir le dira.